On continue donc avec notre première interview de la soirée. Je veux parler de celle de monsieur Jean-Luc Romero-Michel, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Bientôt, la ville de Paris se déclarera zone de liberté LGBTQI+. Dans un tweet daté du 17 mai, de la journée donc mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, le monsieur Romero-Michel donc indiquait qu'au-delà d'un statut, c'est un ensemble de mesures et de conseils en faveur des droits des personnes LGBTQI+. Nous avons d'abord voulu savoir, avec monsieur Jean-Luc Romero-Michel, quel genre de mesures la ville de Paris souhaitait-elle prendre dans ce sens. Paris est une ville qui est très engagée dans la question LGBT. Elle a un prix international qu'elle vient de rendre d'ailleurs aux Polonais, qu'elle vient de donner aux Polonais le 17 mai. Elle soutient évidemment les associations. Rien que pour ma propre délégation, alors qu'il y a des crédits dans d'autres délégations, plus de 400 000 euros. Elle a une politique d'inclusion à la fois dans ses propres services. Il y a tout un travail qui est fait, parce que nous, vous savez, on a 50 000 salariés à la mairie de Paris, 50 000 fonctionnaires, ce qui est quelque chose d'énorme. Et il faut évidemment qu'eux-mêmes soient formés à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre les LGBTQI-phobies. On s'est rendu compte ces derniers mois qu'il y a eu, notamment dans certains services de la mairie, des services d'état civil, qu'il y a eu un accueil qui était défaillant. Pas toujours parce qu'il y avait de la mauvaise volonté, mais parce que les personnes ne savaient pas comment accueillir une personne trans. Et donc c'est une douleur terrible pour la personne trans qui est accueillie, mais terrible aussi pour ces personnels qui n'ont pas voulu faire mal, mais qui n'ont pas su recevoir comme ils auraient dû le faire. Et donc nous avons lancé une formation, nous avons une note qui a été envoyée à tous les agents d'état civil. Encore il y a quelques jours, j'ai envoyé à tous les maires d'arrondissement cette nécessité d'accueil. On soutient bien sûr la marche des fiertés. Dans quelques jours, on va voter une subvention importante, et sans compter que matériellement la ville s'engage. On fait des symboles. Donc certains peuvent dire que c'est du pinkwashing, mais je pense pas. Ça va des passages piétons aux personnalités LGBT qu'on a nommées dans les rues. On est la ville aujourd'hui, la capitale dans le monde, qui a le plus de rues au nom de personnalités LGBTQI+. C'est une politique au quotidien qu'on veut avoir pour l'inclusion des personnes LGBTQI+. Donc il y a des initiatives similaires ont été prises en premier du côté de Strasbourg. On en parle aussi du côté de Quimper. Est-ce qu'il y a une coordination entre ces municipalités ou pas ? Il n'y a pas de coordination maintenant, mais je pense que, vous savez, il y a d'abord une association d'élus contre les discriminations, où les élus contre les discriminations en France travaillent ensemble. Et dans ce cadre-là, on partage nos expériences, et évidemment qu'on va les partager plus que jamais, parce que nous, c'est pas une nouvelle politique qu'on met en œuvre, puisque cette politique a été décidée par la maire. Avant que je sois, moi j'avais fait un rapport il y a quelques années à la maire de Paris pour que Paris soit une ville inclusive, et on met en œuvre ces 52 propositions depuis quelques années, donc c'est dans la continuité, mais c'est vrai que pour certaines communes, c'est une nouveauté. Et évidemment que nous on est prêts à les aider, à les accompagner dans leur démarche si elles ont besoin de la ville de Paris. Donc on va s'échapper un peu du niveau des communes, on va aller au niveau de l'Europe. Donc monsieur Clément Beaune, donc qui n'a pas été autorisé à visiter les fameuses zones donc anti-propagande, bon comme on les appelle. Donc l'Europe a aussitôt suspendu des subventions programmées donc pour ces communes que l'État a compensées par la suite, donc l'État polonais. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit aller plus loin encore dans les sanctions ou déjà le geste vous suffit en lui-même ? C'est déjà un geste fort, hein. Il faut reconnaître que les déclarations c'est bien, mais faire des gestes c'est mieux. Et en l'occurrence, toucher au porte-monnaie, je pense que c'est important, et il faut qu'on soit dans ce domaine constant. C'est-à-dire que ça peut pas être un one-shot. C'est-à-dire une fois on fait ça parce que c'est dans l'actualité, parce qu'il y a quand même 100 collectivités en Pologne, hein. 100 collectivités, villes, comtés, etc., qui ont voté des vœux allant dans ce sens-là. Et donc je pense qu'en termes de sanctions, l'Europe doit continuer à sanctionner, parce que vous savez, l'État polonais, au bout d'un moment, ça va lui coûter cher tout ça. Et je pense qu'il va peut-être finir par comprendre que on ne peut pas faire n'importe quoi, que quand on a voulu être européen, qu'on a voulu être dans l'Union européenne, c'est défendre des valeurs. Et ces valeurs, notamment, il y a l'inclusion pour chacune et chacun d'entre nous, et qu'on ne peut pas pénaliser quelqu'un à cause de sa sexualité, à cause de son identité de genre. Quand on pose la question à des juristes, on se rend compte que peut-être des mesures comme celles qui sont prises en Pologne pourraient très bien être prises chez nous, qu'elles ne sont pas anticonstitutionnelles. Donc,
quelles contre-mesures vous préconiseriez ? Honnêtement, je ne vois pas encore un élu. Maintenant, tout est possible, mais je n'ai pas entendu un élu, même des extrêmes, aujourd'hui préconiser ce genre de mesures en France. Je pense que, vous savez, notre société, elle n'est pas prête, comme l'est une partie de la société polonaise, malheureusement, à accepter de telles restrictions. Je pense que si en France, un maire osait faire voter ça par son conseil municipal, d'abord, ça tomberait sur le coup de nos lois, puisque c'est discriminatoire. Et donc je pense que juridiquement ça ne passerait pas, mais en plus je pense que l'opinion n'accepterait certainement pas que de tels vœux soient adoptés en France. Maintenant, vous avez raison, il faut être vigilant. Tout est possible, mais très sincèrement, je pense que dans notre pays, on a quand même encore une capacité de réaction, et que ce qui s'est passé en Pologne, je ne le vois pas, en tout cas 100 communes en France faire ça, je ne le vois pas du tout. Pendant le mariage pour tous, il y a quand même eu des maires qui ont fait une objection, si on peut dire, de conscience dans le fait de célébrer des mariages de personnes du même sexe. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu un terreau pour ce genre de positionnement ? Qu'il y a un terreau, pourquoi pas, mais il y a quand même une différence entre faire voter un vœu en interdisant les personnes LGBT et dire qu'on ne veut pas célébrer de mariage, même si pour moi c'est tout à fait scandaleux, puisque un élu, quel qu'il soit, moi je sais, je célèbre beaucoup de mariages de personnes gays, bisexuelles ou lesbiennes. C'est d'ailleurs des moments toujours formidables. Tous les élus vous disent ça. C'est clair que c'est pas normal, mais là on passe à quelque chose de beaucoup plus violent, et je ne pense pas que notre société le soit, parce que moi j'entends souvent les gens qui me disent notre société est plus compliquée, les gens sont plus homophobes, etc., qui est malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause d'une certaine libération de la parole, beaucoup d'actes LGBT-phobes. Peut-être, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la société est plus homophobe ou transphobe qu'elle l'était il y a 30 ans. Ceux les plus anciens comme moi, qui ont vécu les années 80, cette libération qu'on a pu vivre, il faut quand même aussi regarder ce qui est devenu notre pays, comme beaucoup des pays européens. Malheureusement à l'Est, c'est là où on a un travail à faire. On voit qu'un certain nombre de pays de l'Est, et il n'y a pas que la Pologne, hein, je pense par exemple à la Hongrie, dans ces pays-là aujourd'hui, on doit être une fermeté absolue, parce que, je le rappelle, ceux qui acceptent d'être dans ce continent, c'est un continent ouvert à toutes et à tous, et qui ne peut exclure qui que ce soit. On va changer de casquette en ce qui vous concerne. Donc là, je vais m'adresser au président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Lors des débats de la proposition de loi Falorni-Touraine, donc 5 députés ont déposé 2532 amendements en l'espace d'une nuit pour empêcher donc le vote du texte dans la journée, puisque c'était sur une niche parlementaire. Est-ce que vous suggérez que le gouvernement reprenne le texte en main ? On le souhaite. Alors, il y a une nouvelle qui vient de tomber ces jours-ci. A priori, le groupe de la République En Marche aurait annoncé qu'il y aurait une proposition de loi qui serait déposée dans une niche parlementaire à la fin de l'année pour la République En Marche. Donc, on va voir. C'est pour ça qu'il faut monter aujourd'hui la pression, parce qu'on ne peut plus, sur cette question, de ne pas entendre les Français. Vous savez, moi, je suis un militant de la lutte contre le sida, d'abord, qui a vu, quand j'avais 25 ans, 30 ans, mourir plein de mes amis à 20 ans, 25 ans, 30 ans, dans des conditions absolument terribles, et qui a été donc très conscientisé par cette question, parce que moi j'aime la vie, je vis avec le VIH depuis 32 ou 33 ans, je sais ce que c'est aussi la souffrance, mais je sais qu'il y a un moment, quand la vie n'est plus de la vie, il faut savoir entendre les personnes. Quand il n'y a plus d'espoir, que les souffrances sont terribles, les douleurs physiques, les souffrances psychiques, il faut écouter les personnes, et aujourd'hui on voit que les Français sont prêts, puisque 9 Français sur 10 dans tous les sondages sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, que de plus en plus les politiques que nous n'entendons pas y sont, puisqu'on s'est rendu compte avec le texte Falorni à l'Assemblée nationale qu'une majorité, puisqu'ils ont pu voter un article qui indique que la majorité, c'est-à-dire plus de 300 députés, sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Et je pense que maintenant, voilà, Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une pétition sur change.org pour demander à Emmanuel Macron de permettre un texte sur la fin de vie, doit aujourd'hui nous entendre. Et ce qui s'est passé avec la Covid, celles et ceux qui, comme moi, ont perdu des parents, des proches de la Covid, savent comme dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, de solitude, de souffrance, on ne peut plus accepter aujourd'hui que la personne en fin de vie, notamment, ne soit pas au centre des décisions. Donc le point de rattachement, de ralliement entre ces diverses thématiques, c'est vraiment le choix et le droit individuel ?
C'est le choix, c'est la liberté, c'est la dignité au final de tout le monde, c'est la dignité d'être reconnu dans ce que vous êtes, que vous soyez homosexuel, lesbienne, trans, et c'est la dignité de sa fin de vie, le droit de choisir comment vous voulez mourir, le moment et la manière d'éteindre la lumière. À l'heure où on se parle, nous sommes à la veille de l'anniversaire donc du décès de votre mari. Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est toujours lui qui vous sert de moteur, j'ai envie de dire. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un avec qui vous avez vécu 11 ans et avec qui on a vécu, pour moi, une merveilleuse histoire d'amour, qu'en plus, moi qui ai vécu toutes les années VIH, qui ai vu perdre tous mes amis, comme j'étais avec quelqu'un qui était plus jeune que moi, je m'étais dit, bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais voir mourir et devoir accompagner les autres. Et voir mourir quelqu'un brusquement et à cet âge-là, c'est d'une violence inouïe et il faut des années. Aujourd'hui, c'est la 3e année. Certains se disent, il faut passer à autre chose. Mais un deuil, ça se passe pas comme ça. Et puis, de toute façon, on ne passe jamais à autre chose. Et puis, quelque part, peut-être qu'au bout de 3 ans, on retient plus tous les merveilleux moments qu'on a vécu ensemble, que j'ai racontés dans mon dernier livre et qui sont ce qui m'anime aujourd'hui et qui fait que les combats que je mène, c'est des combats que je menais avec lui. Ce qui était aussi formidable de partager, quand on est marié, les mêmes combats militants. Quelque part, je l'ai fait un peu toujours pour deux. Et en tout cas, si un anniversaire est toujours un jour évidemment un peu compliqué, et la période autour, évidemment, c'est peut-être avec plus de sérénité et plus de force que jamais, parce que pour moi, dans mon cœur, il est plus vivant que jamais, il est toujours là. Et en tout cas, nos combats continuent et tout ce qu'il a initié, notamment avec les jeunes de la DMD, c'est lui qui a créé les jeunes de la DMD. On a plus que jamais besoin de jeunes et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a au sein de la DMD, dans une association qui réunit aujourd'hui plus de 75 000 personnes, énormément de jeunes.